Je te passe la Xbox, t'es sûr? Ouais, envoie, c'est pas un problème, hein. Tu rigoles ou quoi? T'es sûr, là? Bah non, mais c'est qu'une Xbox, allez, envoie, je vais rattraper, t'inquiète pas, va. Ok, c'est parti. Je t'avais dit, hein, c'est l'Xbox, mais c'est le frigo Xbox. Elon Musk, vous avez décidé d'implanter des puces dans les cerveaux des hommes après l'avoir fait dans les cochons. Mais je me demande à quoi ça va servir tout ça, hein? Dites-moi. Ça va aider les gens qui sont handicapés moteurs. Tu vois, ça va les aider. Ok Elon, ça c'est le truc marketing. Écoute, j'avoue, j'ai menti un petit peu. En fait, tu sais que je veux partir sur Mars et je voudrais construire un palace avec les 35 milliards que j'ai gagnés. Mais le problème c'est qu'il va y avoir des morts, eh oui. Et donc, plus personne va vouloir partir pour moi. Donc, je vais les forcer à partir avec la puce. Un petit coup de programme et ils marcheront tout droit jusqu'à la fusée comme des robots. Voilà. Bonjour les amis, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle actu du geek, bientôt la 100e. Alors d'ailleurs, tout de suite à ce propos, eh bien je vais faire une petite FAQ, une foire aux questions. Donc vous pourrez dessous cette vidéo, dans les commentaires, mettre des questions diverses et variées que vous voulez me poser, profitez-en. Et peut-être qu'après arrivera peut-être des let's play et pourquoi pas des lives, on en rediscutera un peu plus tard dans cette vidéo. À propos de ma carte graphique. Alors on va parler de quoi déjà? On va parler de GeForce Now. Vous avez vu, il y a des nouveautés sur le GeForce Now, assez intéressantes, ou pas. On va parler du hashtag festival, et oui, j'ai fait samedi le hashtag festival. J'ai d'ailleurs rencontré un abonné, je suis très heureux de l'avoir vu, on en reparlera, et j'ai vu pas mal de choses intéressantes sur ce festival. On va parler aussi de ma carte graphique, et oui, ma carte graphique, j'ai enfin pu la faire fonctionner grâce à une aide extérieure, je vous expliquerai. On va parler aussi de M1 Max, et oui, il y a eu un test de fait M1 Max versus le i9 12900 HK, mobilité oblige, et également 5980 HX de AMD. On va comparer les résultats, mais je vais également mettre un peu de distance avec ces résultats, je vous expliquerai pourquoi. On va parler de jeux, et oui, jeux, Returnal, il y a des nouveautés sur Returnal assez intéressantes, et également sur Doom, et oui, Doom Eternal. Et on va parler également de CD Projekt Red. Alors comme j'ai dit, c'est bientôt la 100e du Geek Actu. Alors de la chaîne, non, parce que j'ai plus de 300 vidéos. Et oui, 300 vidéos depuis à peu près mars 2020. J'ai débuté en janvier 2020. Avant, j'étais avec mon ami Stéphane et mon ami Laurent. On avait débuté la chaîne, puis ça ne marchait pas trop. Je vous avais déjà expliqué pour les anciens abonnés. Et donc j'ai repris cette chaîne un peu plus tard, en janvier 2020, avec une première vidéo sur les séries. Et très vite, j'ai basculé sur le gaming, sur le jeu vidéo et sur la tech, puisque ce sont deux sujets qui m'intéressent fortement. Donc on arrive bientôt à la 100e du Geek Actu, et donc une petite FAQ s'impose, et peut-être d'autres choses par la suite. Alors on va commencer par le hashtag festival. J'y étais le samedi avec mon éditeur Elixeria, et c'est un festival assez intéressant, ça ressemble un petit peu à la Japan Expo, mais en beaucoup plus petit. C'était à Bourg-en-Brest, mais c'était autour de cet univers-là. Mais il y avait également du rétro gaming. Alors tout de suite, je voudrais faire un petit coucou à Crysis, et oui, Crysis, vous savez, de la série Spartacus, et c'est le pseudo de Jonathan. On a pas mal discuté avec lui, on a discuté en particulier de la Switch 2, qu'est-ce qui pourrait arriver. On a un peu refait le monde autour de Nintendo, c'était super, on a discuté bien 20 minutes, et donc je le salue bien, c'était très sympa de sa part de venir me voir. Et bien entendu, il n'est pas venu exprès pour ça, il est venu voir le festival, tout comme moi. Et qu'est-ce qu'on a vu dans ce festival? On a vu pas mal de rétro gaming, comme vous voyez les photos derrière moi, beaucoup de rétro gaming avec des NES, Super NES, avec la PS2 bien entendu, la PlayStation 2, avec la première Xbox. Bref, avec plein de consoles rétro gaming, avec même des bornes arcade comme vous voyez. Donc il y avait la possibilité de jouer en plus à toutes ces consoles, à tous ces jeux, des anciens jeux bien entendu. Il y avait également des compétitions qui étaient organisées avec des classements, etc. Donc c'était assez sympa et le plateau était assez énorme. Je n'ai pas pu y participer car j'étais avec mon éditeur, et je pense que mon éditeur aurait pas apprécié que je passe ma journée sur le rétro gaming, mais voilà, j'ai fait quand même plusieurs tours et c'était super intéressant. Alors le GeForce Now a beaucoup évolué. À l'époque, j'avais un abonnement, vous savez, les premiers abonnements à moins de 5 € par mois. J'avais un abonnement illimité en plus, qui m'a permis
en achetant en plus la Shield Pro TV, d'aller bien entendu sur mon 4K et de jouer à Cyberpunk sur mon LG 4K. C'était juste magnifique, c'était vraiment une très très belle expérience à l'époque. Puis j'ai arrêté, quand il y a eu augmentation de prix, j'ai arrêté parce que bien entendu j'avais déjà le Game Pass, j'avais Netflix, bref, j'avais plein d'abonnements. J'ai dit quand même je vais pas continuer cet abonnement et donc j'ai décidé de passer à autre chose. Sauf que l'abonnement a beaucoup évolué depuis. On a toujours bien entendu la possibilité de jouer gratuitement en 1080p, en Full HD, avec 1 heure de connexion et ensuite ça se coupe et vous devez vous reconnecter. Mais il y a également 2 abonnements, un qui existait déjà. Alors l'abonnement gratuit, on jouerait apparemment avec l'équivalent d'une GTX 1060. Le premier abonnement payant, on jouerait avec l'équivalent d'une RTX 2080, visiblement. On pourrait jouer 6 heures de session avant la coupure, donc 8,30 € à peu près par mois. Et il y a un nouvel abonnement qui est apparu, c'est avec des RTX 3080, et oui, les RTX 3080, on jouerait alors 8 heures de session, on serait à 100 € pour les 6 mois, c'est quand même pas rien, hein, 100 € pour les 6 mois, ça fait presque 17 €, ça fait 16,60 € par mois, c'est quand même pas à donner. Ça permettrait par contre de jouer en 1440p sur les écrans, en 120 fps, ou alors en 60 fps, jusqu'à 60 fps, il faut faire attention, ça dépendra des jeux bien entendu, en 4K sur votre téléviseur, avec une Shield Pro TV comme j'ai par exemple. Donc c'est quand même très intéressant si vous n'avez pas de carte graphique et si vous voulez vraiment jouer avec de la puissance derrière, style PC RTX 3080, c'est du cloud, je vous rappelle, il faut acheter en plus les jeux derrière, hein, il ne faut pas l'oublier quand même, il faut acheter les jeux, mais comme les jeux coûtent un peu moins cher, bon, la rentabilité, ça va être difficile de la faire, mais ceci dit, c'est vrai que par rapport à l'achat d'une carte graphique et d'un PC puissant, dont on reparlera tout à l'heure d'ailleurs, eh bien peut-être que ça peut être rentable si vous ne voulez passer que quelques mois, on va dire, sur ce type d'abonnement, par exemple 6 mois pour faire un jeu particulier. Peut-être que c'est pas la peine d'acheter un PC puissant plus une RTX 3080 si à côté vous avez une console. C'est un calcul à faire en fonction de ce que vous privilégiez comme jeu et de ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez faire vraiment des jeux avec beaucoup de puissance? La RTX 3080, même en cloud, ça doit être pas si mal que ça. Faut voir, faut comparer avec bien entendu le même jeu qu'on aurait sur Xbox ou Xbox Series X par exemple, ou PS5 sur le même écran 4K. Pour note d'ailleurs, j'ai fait la rentabilité. La rentabilité, c'est donc 200 € par an, 100 € pour 6 mois, 200 € par an, ce qui fait que votre carte graphique à prix Founder Edition, qu'on ne trouve absolument plus pour l'instant, la RTX 3080, serait payée environ en 3 ans et 6 mois. Mais attention, cela n'inclut pas tout le reste de ce qu'il faut payer pour le PC gamer, parce que bien entendu, il n'y a pas que la carte graphique qui compte. Un petit mot rapide sur Doom Eternal. Oui, pourquoi je parle de Doom Eternal? Eh bien parce que ID Software suit vraiment son jeu, c'est-à-dire qu'ils ne l'ont pas abandonné, ils n'ont pas fait un jeu comme ça, ils ont sorti le jeu, puis ils sont passés à autre chose. Non, ils suivent vraiment le jeu. Et d'ailleurs, le patch, c'est assez intéressant, on a le droit au patch 6.66, ça m'a fait beaucoup sourire. For it is a human number. Its number is 666. Donc il y a un nouveau mode, le mode horde à la place du mode invasion. Vous allez démarrer avec très peu d'armes. Et au fur et à mesure que vous combattez les hordes ennemies et que vous sortez vainqueur de ces combats, bien entendu, eh bien vous allez avoir des armements qui seront bien meilleurs et petit à petit vous allez faire des carnages. Donc c'est un mode défoulatoire. Il y a également 2 autres modes aussi maîtres, parce qu'il y a eu plusieurs modes maîtres qui vous permettent également de faire du gros défoulatoire visiblement dans ce jeu. Donc bien entendu c'est à tester, je vais charger le patch et j'essaierai pour voir Doom Eternal dans ces nouveaux modes. Over and over, I relive my first moments on this alien planet. The crash. Puisqu'on est dans les jeux, on va y rester avec Returnal. Et oui, Returnal, vous savez, sur la PlayStation, sur la PS5, j'y ai beaucoup joué à Returnal. Eh bien, il y avait une critique que je faisais, une seule critique. Moi, c'était pas la difficulté. Je comprenais tout à fait qu'on puisse vouloir faire un roguelike vraiment exigeant. Bon, ok, c'est un style de jeu, il faut l'accepter au départ. Si vous prenez ce jeu, vous savez dans quoi vous vous embarquez. Mais je critiquais quand même le fait qu'on était obligé de laisser tout le temps, en mode veille sur ce jeu, la PlayStation, la PS5, sinon si on changeait de jeu, eh bien on perdait tout, on recommençait de zéro du premier niveau. Et donc Housemarque a enfin entendu cette critique-là, puisqu'ils ont fait une sauvegarde unique, c'est-à-dire que lorsque vous allez arrêter le jeu, vous allez sauvegarder à un point donné. Ça ne peut pas être durant un combat de boss, je le précise, ou durant une cinématique, ce qui est assez logique, mais vous allez sauver là où vous êtes, et lorsque vous allez revenir, la sauvegarde va se détruire en chargeant la sauvegarde, ce qui permet de continuer. Donc vous pouvez faire des courtes sessions, avancer, arrêter, etc., jouer à un autre jeu et revenir. Écoutez, moi je trouve ça très intelligent, ça n'enlève rien à la difficulté du jeu, et en même temps ça vous permet de jouer à autre chose, de profiter de moments plus calmes.
Alors, CD Projekt Red, c'est payer un studio, comme quoi il n'y a pas que les fabricants de consoles qui se payent des studios, vous voyez. Il y a également bien entendu des grandes entreprises, telles que Ubisoft, etc. Mais il y a aussi CD Projekt Red qui s'est payé un studio, ce qui prouve déjà que leur santé financière n'est pas si mauvaise que ça. On pouvait s'inquiéter un petit peu après, on va dire, les déboires qu'ils ont eu sur Cyberpunk 2077, mais ils ont vendu beaucoup de copies, ils sont largement rentables, ils ont pu se payer un nouveau studio. Alors c'est Molas Blood, oui je sais, le nom est un peu particulier, c'est 21 personnes à Boston si je ne me trompe pas, et donc ils ont produit 2 jeux, The Flame in the Flood et Drake Hollow. Alors The Flame in the Flood c'est un survival post-apocalyptique, et Drake Hollow apparemment vous avez une équipe qui va devoir défendre et construire et défendre des villages peuplés de créatures végétales. Donc c'est un peu particulier, mais le premier jeu avait apparemment fait sensation. Et donc, ils vont travailler pour le futur, en particulier sur un DLC, probablement, un DLC pour Witcher 3 ou Cyberpunk 2077. Je pencherai plutôt pour Cyberpunk 2077 parce qu'il y avait pas mal de DLC qui étaient promis à l'arrivée du jeu, donc je pense qu'ils sont peut-être un peu en retard. Vous savez, c'est des Projekt Red là-dessus, dû à tous les problèmes qu'ils ont eu et qu'ils doivent corriger encore aujourd'hui. La next-gen, vous savez, la version next-gen qui doit également arriver, qui a pris du retard, donc je pense que ça va permettre d'appuyer Cyberpunk 2077, les DLC qui doivent venir. Alors on a eu un premier comparatif sur le MMAX versus i9 12900 HK, le H étant portabilité bien entendu, les puces pour les PC portables, et le Ryzen 5980 HK, H pareil, portabilité. Alors qu'est-ce qu'on a obtenu? C'est sur le Geekbench 5.4.1 benchmark. Et donc qu'est-ce qu'on a obtenu comme différence? Eh bien on a obtenu 4% d'écart en faveur en single core et multicore, 4% dans les deux cas, en faveur du i9 12900 HK par rapport au MMAX de Apple, la future puce, vous savez, le méga monstre dont je vous ai parlé récemment. Donc, effectivement, sur la partie CPU, je le précise, donc on a 4% d'écart, ce qui veut dire un écart quand même assez ridicule, il faut bien le reconnaître, c'est à peu près la même chose. Et par contre, par rapport au Ryzen, le 5980 HK, on a obtenu 23% en faveur du i9 12900 HK, et 63% en multicœur, 23% en single cœur et 63% en multicœur, c'est-à-dire d'efficacité en plus pour le i9 12900 HK. Mais avec tout ça, je mettrai beaucoup de bémols. Premièrement, c'est un seul benchmark qui a été fait. On verra si ça se confirme sur d'autres benchmarks en l'occurrence, et sur des situations réelles, et surtout, pour quelle consommation? Parce que je vous rappelle, ce sont des puces pour la portabilité. L'autonomie est essentielle. Si on doit mettre tout le temps la prise de courant sur votre portable pour que ça fonctionne avec une telle puissance, il y aurait problème. Donc il faudra faire les comparatifs rapport puissance-autonomie pour voir vraiment laquelle des puces est la plus efficace. Et je me dis que la MMAX de Apple, ma foi, elle serait peut-être bien en tête. On en discutera plus tard. Et on va terminer bien entendu cette vidéo par ma carte graphique. Et oui, alors je rappelle le contexte. J'ai commandé une carte graphique, je l'ai commandée sur Top Achat. Et oui, je sais, certains vont frémir parce que c'est vrai que Top Achat et LDLC, ils se servent au passage. Ceci dit, il y avait, on va dire, une promo, non, mais un prix intéressant à 620 €. Alors c'est cher, je reconnais, pour une RTX 3060 Ti. J'avais dit que je voulais pas mettre plus de 650 €, c'était dans mes prix. Et je voulais, au départ, c'était mon premier choix, Nvidia RTX 3060 Ti. Je m'en expliquerai plus tard, même si j'aurais pas refusé une RX 6700 XT ou une RX 6800 XT encore plus. Mais donc, c'était mon premier choix pour différentes raisons. Elle est arrivée, 620 €, j'ai trouvé ça assez intéressant, puisque c'est une OC, alors c'est une KFA2, donc c'est pas une très grande marque, mais ceci dit, elle marche très bien, je vous expliquerai après. En termes de performance, c'est pas si mal que ça, et donc ce n'est pas un modèle Founder Edition, qui était à 420 €, on pouvait trouver les moins chers à 420 € à l'époque, mais c'est quasiment impossible d'en trouver une à ce prix-là aujourd'hui, vous le savez très très bien. Et donc c'est une carte où bien entendu la ventilation a été fortement augmentée pour pouvoir faire de l'overclocking. Donc c'est une carte qui vaudrait 500-520 € normalement. Bon, j'ai mis 100 € de plus, les 20% de plus. J'ai accepté, mais sachant que de toute façon, sinon je n'aurais jamais de carte graphique et ça devenait un peu critique avec ma 750 Ti. Oui, mais voilà, quand je l'ai reçu, comme je vous ai expliqué, j'ai branché l'alimentation, j'avais bien entendu une alimentation adéquate, c'est un PC tout neuf que j'ai monté, j'avais une BeQuiet 700 watts, largement suffisante, j'avais bien entendu comme carte mère une Asus B550 TUF Gaming, donc largement bonne pour faire ça aussi, avec deux PCI Express 4.0 pour mettre des cartes graphiques, la mémoire pas de problème non plus, bref, aucune raison que ça ne marche pas. Et pourtant, en sortie vidéo, je n'avais rien sur l'écran, que ce soit avec le BIOS ou bien entendu plus tard lorsque Windows était lancé, rien du tout qui sortait de la carte. J'ai changé les ports PCI Express, j'ai changé la carte, j'ai remis la 750 Ti, ça marchait. Bref, j'ai fait des tas de manips en essayant de passer le PCI Express en 3.0 au lieu d'être en 4.0, rien n'y a fait. Donc j'ai renvoyé la carte
Et bien entendu, quand c'est arrivé chez Top Achat, ils ont dit « Ah, elle marche parfaitement ». Donc elle est revenue, et c'est là que je veux remercier, parce que j'ai eu de la famille, c'est pour ça que je n'ai pas fait de vidéo par exemple mardi soir. Eh bien j'ai eu de la famille, dont mon neveu Jérémy qui se reconnaîtra, et qui est un vrai geek de l'informatique. Bon, il a travaillé même, on va dire, dans la réparation d'ordinateurs en plus, durant ses stages, etc., etc. Et il a eu de très bonnes idées, en particulier une. Alors comme vous l'avez indiqué, j'ai remis le BIOS à jour de la carte mère, c'était un oubli de ma part, mais ça n'a rien changé, rien n'en sorti. Et donc là ça commençait à être chaud, sauf qu'on a eu l'idée, enfin... Le neveu a eu l'idée, puisque j'avais une 750 Ti, on allait la mettre sur la deuxième bus PCI Express. Et oui, on les a mis en parallèle, j'avais de quoi largement l'alimenter avec ma BeQuiet 700 watts. Et donc ça nous a permis de switcher d'une carte à l'autre, et surtout d'aller jusqu'à Windows par la 750 Ti pour s'apercevoir que, effectivement, quand on regardait dans le système, eh bien effectivement, les deux ports PCI Express voyaient des cartes vidéo, sauf qu'il y en a une qui voyait la 750 Ti, et l'autre voyait une carte vidéo inconnue. Donc on a remis, parce que je l'avais déjà fait, mais on a remis le driver en route. Le driver, vous savez, GeForce pour les cartes GeForce, en particulier la RTX 3060 Ti. Et là, au miracle, ça s'est mis à marcher. Alors là, vous allez me dire, oui, c'est assez simple, sauf que il fallait quand même 2 cartes vidéo pour le faire. Si vous n'avez pas une deuxième carte vidéo ou une puce à CPU avec bien entendu une partie GPU intégrée, eh bien ça ne pouvait pas marcher. Et moi j'avais un Ryzen en l'occurrence 5600, je vous rappelle, donc là il n'y avait pas de partie intégrée, de partie vidéo intégrée. C'était le premier problème. Et le deuxième problème, pourquoi est-ce qu'il fallait changer les drivers? Parce que normalement, dès qu'on est dans le BIOS, il y a d'ailleurs un BIOS intégré à la carte graphique aussi, il faut le savoir, eh bien on aurait dû voir quelque chose à l'écran. Donc c'est assez étonnant, assez troublant quand même, et ça me fait dire justement que ce n'est pas fait quand même pour tout le monde, hein, le montage de PC. Oui, c'est fait pour tout le monde, si tout marche bien. À partir du moment où vous avez ce type de problème-là, ça devient fort complexe. Donc attention, bien entendu, il y en a qui se seraient sortis sans doute mieux que moi de cette situation, beaucoup plus facilement. Mais quand même, c'était une situation assez épineuse. Et du coup, vous allez me dire, eh bien écoutez, déjà, j'ai pas parlé dans mon introduction, mais j'ai fait Dying Light. Dying Light, vous savez, le jeu de zombies, le survival horror, qui est juste excellent comme jeu, j'adore. Alors, je l'ai pris, j'ai suivi vos conseils, je ne l'ai pas pris sur Switch, mais je ne l'ai pas pris ni sur PS5 ni sur Xbox Series X, non pas parce que je voulais pas le prendre sur console, mais après tout, j'avais une carte graphique, une RTX 3060 Ti toute neuve, mon écran 21/9, c'est un G5, je précise Samsung, j'ai dit quand même, je vais essayer là-dessus, et c'est juste superbe. D'ailleurs, vous voyez les images derrière. En termes de FPS, ça dépote. Alors attention, hein, parce qu'en plus, je ne suis pas en 16/9, je suis en 21/9, donc plus de points à calculer qu'un simple écran, entre guillemets, 1440p, et pourtant, ça dépote, ça marche très très bien. Alors bien entendu, c'est pas le jeu de l'année, c'est-à-dire que en termes de ray tracing, tout ça, il n'y a pas de ray tracing partout, etc. Mais écoutez, une RTX 3060 Ti, c'est pas si mal que ça. Alors pourquoi j'ai voulu Nvidia ? Pour le broadcast, je vous l'avais déjà expliqué, pour pouvoir faire plus tard du stream, pourquoi pas du let's play en direct, des lives, etc., etc. Et de ce côté-là, écoutez, je crois que j'ai encore des essais à faire parce que je n'ai pas été impressionné comme on a vu dans la démo Nvidia, vous vous rappelez, avec ce streamer, où il y avait un écran derrière qui apparaît avec un paysage quelconque, et ça passait magnifiquement. Là non, j'ai quelques défauts à l'écran, donc ça vient sans doute de la puissance lumineuse que j'avais sur moi. Bref, j'ai des réglages à faire, c'est pas si évident que ça, c'est pas aussi puissant que ce qu'on pourrait le penser de prime abord. Mais voilà pourquoi je voulais Nvidia. Et pourquoi une RTX 3060 Ti? Eh bien j'en ai déjà parlé parce que je pense que c'est le meilleur compromis en termes rapport puissance-prix. Ça se vérifie d'ailleurs encore aujourd'hui, alors maintenant un peu moins parce que toutes les cartes graphiques ont explosé, mais écoutez, elle a un très bon rapport qualité-prix pour faire du Full HD ou du 1440p. Pas du 4K, ça c'est évident, mais en 1440p, elle marche très très bien, et finalement, elle n'est pas tout à fait comme une 3070, mais presque. J'ai même fait un peu d'overclocking, comme vous voyez là, mais là j'ai pas gagné grand chose, et de toute façon ça ne m'intéresse pas de faire d'overclocking, pour l'instant je n'en vois pas l'intérêt, j'ai largement de quoi faire en termes de FPS. On verra dans le futur sur des jeux qui seront plus lourds et plus gourmands. Voilà, cette émission est finie, n'hésitez pas à commenter et surtout à poser des questions, vous savez, en commentaire pour la prochaine FAQ, si vous avez des questions à poser bien entendu, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.